Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions d'État, votre magazine d'actualité que vous suivez désormais toutes les semaines. Ce soir, nous allons nager entre politique et économie. Notre invité s'appelle Jimmy Chauvoux. Il est donc politologue et analyste économique. Il est également vice-président de Africa Integrated Services Group, AIS. J'espère que j'ai bien prononcé le nom de cette entreprise. Il va nous en parler, mais également faire l'analyse de l'économie de la République démocratique du Congo. Je lui dis donc bonsoir, je lui souhaite la bienvenue. Bonsoir Jimmy Chauvoux. Bonsoir Gaël. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Dites-nous, AIS, qu'est-ce que c'est? En quoi êtes-vous spécialisé? AIS, c'est une compagnie qui est spécialisée dans les services pétroliers. Comme vous savez savoir, AIS est en train de pousser pour l'intégration locale dans le business. L'intégration locale, votre cheval de bataille. Nous allons essayer d'en savoir plus, mais déjà, on devrait le dire, hein, l'économie de la République démocratique du Congo, pour beaucoup, est morte, devrait subir une résurrection, pour d'autres malades, mais pour certaines personnes, ça dépend du côté où l'on se trouve. Cette économie est en pleine renaissance, en plein essor. Quel est votre avis là-dessus? Quel est l'état des lieux de l'économie de la République démocratique du Congo? Bon, pour parler d'économie, il faut regarder les performances, les indicateurs de performance d'une économie. Il y en a en général plusieurs, mais une économie, ça se sent. Hein. Ça ne se décrète pas, ça ne se dit pas. Le cadre macroéconomique, par exemple, qui est en pleine stabilisation, c'est déjà un indice assez éloquent. Sur le cadre macroéconomique, il y a plusieurs aspects. Hein. Il y a plusieurs aspects. On ne peut pas prendre un ou deux aspects sur la multitude des aspects qu'il y a, et on dit que le cadre macroéconomique est stabilisé. Okay? Parce que nous avons, par exemple, la fiscalité. Okay? La fiscalité, si elle marche bien dans un pays, okay, c'est un des paramètres. Ou bien, comme nous parlons ici aujourd'hui de l'inflation qui est maîtrisée. Oui, ça va, ce sont des paramètres. Mais qu'est-ce qui arrive de la balance de paiement? Les paiements, l'économie interne d'un pays. Qu'est-ce qui arrive au pouvoir d'achat des personnes qui sont dans ce pays? Mais tout ça, ça ne peut pas se faire en un jour. Jimmy Chauvoux, c'est progressif. Oui, mais c'est pour ça que je répondais à votre question. Je ne suis pas ici pour parler de comment les choses se font économiquement. Je répondais à votre question. À ce stade, vous pensez que ce n'est pas encore une économie renaissante? Vous pouvez la qualifier de quoi? Malade, renaissante, morte? Non, d'abord, au niveau des objectifs économiques, okay, il faut qu'ils soient bien clairs. Moi, mes analyses personnelles, quand je regarde le Congo, notre pays, je regarde que nous avons autant de ressources. Pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir une économie basée sur la taxation, une forte taxation des gens? On a vu beaucoup de pays dans le monde qui se sont enrichis grâce aux impôts. Hein. Oui, mais ils sont enrichis grâce aux impôts. Ils ont quand même eu le temps de balayer leur maison. Ok, bien avant. Dans le doing the business, on est dans les bottom 10, donc dans les derniers 10. On parle aussi de l'assainissement du climat des affaires. Écoute, vous allez taxer qui si les investisseurs ne viennent pas? Vous allez taxer les pauvres gens qui travaillent. Et la majorité des gens qui travaillent pour qui ici? Pour l'État. Donc c'est un cycle, c'est un cercle vicieux dans lequel on est. Vous allez taxer ces gens, vous n'aurez pas le choix, parce qu'au niveau de gouvernement, peut-être que vous avez des impératifs. Vous deviez taxer les gens, et les gens se trouvent dans un état où ils sont étranglés, vous ne pouvez pas relever la taxation. Donc du coup, c'est un cycle vicieux. Et comme je dis encore, je ne suis pas ici pour parler de ça, il y a un point... Vous voulez vous échapper de la politique, mais il y a bien un point commun, il y a bien un point d'intersection, j'allais dire, entre la politique et l'économie, vous pensez? Oui, bien sûr. Quand vous entendez politique, vous entendez quoi? La gestion et l'organisation de la cité. Comment est-ce que vous le faites si vous ne maîtrisez pas l'économie? Vous ne pouvez pas le faire. Bon, maintenant, je ne fais pas de politique. Hein? Entendons-nous bien. Je suis ici pour parler d'un problème économique. Parce que le problème de ce pays, il n'est pas politique. Le problème de la RDC, il est économique.
Je disais encore hier, je prenais un exemple en discutant, je disais, le problème de la RDC, c'est que la RDC a un poulet qu'il veut préparer. Quelqu'un vient avec de l'huile et du sel, il dit, je vais préparer ton poulet, il prépare le poulet et il te donne le coup. Il part avec le poulet, il te donne le coup. Maintenant, tu restes avec un coup, et tes frères sont là, et toi te demander, mais pourquoi est-ce que tu prends le coup? Parce que le coup, tu peux le manger seul, tu ne peux pas partager avec la famille. Et ça devient en fait un problème politique. Ce n'est pas un problème politique. Si on avait tout le poulet, il y aurait beaucoup de gens qui seraient désintéressés de la politique. Il y aurait des gens qui iraient devenir des médecins, ou des avocats, ou des pilotes. Mais tant que ça ne paye pas, tout le monde va vers la politique. Et une politique sans argent, on connaît. On va recourir au FMI, à la Banque mondiale, avec tous les tracas qu'ils peuvent avoir et les hold-up qu'ils font sur les... C'est quand même finalement un bonheur d'être bon élève de ces institutions de Bretton Woods. L'Europe est en récession. Je ne peux pas venir vous dire de soigner votre enfant alors que le mien, il est malade, mourant. Okay? Il faut un minimum de bon sens. Tous les pays qui sont en train d'être émergés aujourd'hui, regardez les BRICS, ce qu'ils ont fait de mieux. Mais avant d'arriver là, ils sont quand même passés par quelque part. Oui, ils sont passés d'abord par dire non à toutes ces institutions, à se concentrer sur leur pays. Vous savez, les gens qui habitent en Europe, ils savent très bien une chose. Quand vous vivez de l'aide sociale, c'est vrai que ça ne s'arrête pas, mais vous n'évoluez pas non plus. Il ne faut pas oublier quand même que c'est récemment seulement qu'on a annulé la dette. Je suis venu parler d'une local content. Okay, je vais peut-être demander une chose. La dette, oui, peut-être. Le Congo je ne sais pas... Pensez-vous que la RDC peut se développer sans ces institutions de Bretton Woods? La RDC va se développer le jour où elle comprendra qu'elle n'a qu'elle n'a que ses enfants, ses fils, qu'elle n'a que son gouvernement, son parlement, qu'elle n'a que les Congolais pour développer le Congo. C'est ce jour-là que la RDC se développera. Alors, on va parler de cette intégration locale. J'aimerais en savoir plus d'abord sur votre entreprise spécialisée dans le pétrole. Depuis quand en République démocratique du Congo? Bon, cette entreprise où je suis vice-président n'est pas encore incorporée totalement en RDC. C'est une entreprise de droit angolais qui est incorporée en Angola. Néanmoins, vu que nous sommes intéressés à toujours aider le Congo, je ne travaille pas pour AIS. Je suis vice-président de AIS parce que le président de AIS ne peut pas s'occuper de AIS vu qu'il n'est pas au Congo. Mais je ne travaille pas, je ne suis pas salarié de AIS. Et pour ce jeune homme est très... il pousse pour que les choses soient faites de façon... d'une meilleure façon en RDC. Okay? Et quand vous regardez, dans AIS, ils disent « pushing for local integration ». Ça veut dire quoi? Ça va nous emmener dans le national content, qui est une partie non négligeable de l'économie. Aujourd'hui, si notre pays a besoin de devenir comme l'Angola, le Nigeria, qui ne sont pas encore arrivés là au niveau économique, mais qui sont bien mieux que nous, c'est parce qu'ils appliquent le local content. Le local content, qu'est-ce que c'est, finalement? Tous les pays aujourd'hui qui sont qui ont des ressources extractives, mines, pétrole, bois, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, ils appliquent le local content. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont besoin d'une valeur ajoutée des locaux et les personnes qui donnent une meilleure définition. Je crois que c'est le local content ougandais qui dit l'économie ougandaise par les Ougandais, avec les Ougandais, en utilisant l'Ouganda et les ressources et les services et les matériaux ougandais. C'est un peu trop demandé. Vous pensez par exemple qu'on n'utilise pas assez la main-d'œuvre locale? Bon, je ne dirais pas qu'on n'utilise pas assez la main-d'œuvre locale, mais je dis ce serait mieux à ce niveau si tout était mieux contrôlé. Je vous explique. Aujourd'hui, un expatrié qui vient au Congo, il peut rester 10 ans, 15 ans, travailler.
Qui le contrôle? Qui contrôle qu'il a passé la connaissance à un autre local? Parce que ces gens, quand ils partent... Il y a quand même des structures étatiques qui sont là pour ça. Bon, écoute, je sais qu'il y a des structures étatiques qui sont là pour ça. Est-ce qu'elles sont effectives aujourd'hui? Le problème n'est pas d'avoir des lois, le problème c'est de les appliquer. Le problème ce n'est pas de savoir comment faire, le problème c'est de le faire. Oui, il y a des organes de l'État, il y a des lois qui disent ça. Comment est-ce qu'on les applique? Parce que le local content, au-delà de ça, ce n'est pas seulement l'utilisation des ressources humaines locales, mais c'est aussi l'utilisation des entreprises locales, ce qui est beaucoup plus important maintenant. Parce que je pense que en RDC, les compagnies respectent plus ou moins, parce que les compagnies qui extractent aujourd'hui respectent plus ou moins cette tendance, je pense. Mais quand on va dans l'extraction des mines, quand on va dans d'autres extractions, à une échelle plus élevée, est-ce qu'on voit des Congolais? Je ne pense pas. Depuis 5 ans, mais il faut quand même dire que ces entreprises sont en grande majorité étrangères. Vous ne voulez quand même pas qu'elles viennent céder leurs droits à des nationaux. Madame Gaëlle, j'ai donné ici l'exemple du poulet. Le poulet, il est acquis. Le sol et le sous-sol du Congo appartiennent aux Congolais. Mais les moyens pour le préparer, ils viennent d'ailleurs. Ok, il y a un Congo, il y a 1000 entreprises. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on prendra le plus. Vous êtes quand même d'accord qu'il y a beaucoup d'investissements. Vous avez parlé tout à l'heure d'une nécessité de beaucoup d'investissements en République démocratique du Congo, conditions pour relever l'économie. Il y en a quand même, hein, les investisseurs, on les voit. Oui, mais il y a des investisseurs, ok? C'est vrai qu'il y en a. Ils viennent, ils partent. En fait, qui veut travailler au Congo travaille comme il veut. Investissement. Oui, mais après, quand on vous fait chanter, on vous dit, voilà, si votre pays est à risque, vous allez garder seulement ça parce que nous, on met notre investissement de 3 milliards. Alors que vous, les apports du Congo sont de peut-être 300 milliards. Mais quelqu'un qui vient avec 3 milliards, il vous impose sa loi. Il vous impose sa loi. On parle souvent de contrats win-win, on l'a vu avec les Chinois, ça existe hein, pratiquement dans tous les secteurs, miniers, etc. Vous pensez que ce n'est pas le cas? Est-ce que la République démocratique du Congo ne fait que subir sans rien gagner? Madame, quand vous allez là, ici, vous vous baladez dans la ville, vous avez l'impression que le Congo et les Congolais, le Congo tel qu'on le connaît, avec son potentiel, et les Congolais qui vivent comme des Tchadiens ou même pire, est-ce qu'il y a une balance, à votre avis? C'est la faute de personne. Arrêtons de dire c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela, parce que lui, il a pris telle décision. Non, c'est la faute de personne. C'est la faute de nous tous, parce que nous ne savons pas quoi faire. Et il est temps qu'on copie avec fierté ce que les autres ont utilisé, appliqué et donné des résultats. Il n'y a pas de mal à cela. C'est ce que je dis. Bon, maintenant, vous pouvez me dire, oui, l'économie va, on a une croissance de 8%. Le salaire de qui a augmenté de 8% ici en RDC? Ok? Est-ce que les gens mangent 8% plus? Est-ce qu'on a payé 8% de la dette interne? Est-ce que l'inflation est tombée de 8%? Quand même, les progrès sont quand même visibles. Bon, les progrès sont visibles parce que les gens travaillent, le gouvernement travaille. Je ne dis pas que le gouvernement ne travaille pas, le gouvernement travaille. Qu'on le veuille ou pas, le gouvernement travaille. Bon, maintenant, à tout extrême, je pourrais vous suivre en disant, ce n'est pas assez. Il faut toujours faire plus. Parce que quand vous regardez ce qu'on appelle le CMS, ok, qui est la structure des marchés, la structure des pays qui sont stables. On vous dira, 80% sont des petites et moyennes entreprises, et peut-être 90%, et 10 ou 20% ce sont des multinationales. Pourquoi? Parce que
l'économie locale, c'est celle qui amène une stabilité à l'entreprise, au pays. Les entreprises locales, celles qui emploient 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes, 50 personnes, est-ce qu'on peut parler d'une économie qui fonctionne alors qu'on ne crée pas d'emplois? Alors que même ceux qui comment dire, prennent le risque? Non, ceux qui payent des taxes à l'INSS ou je ne sais pas où, ne sont même pas en mesure de récupérer cet argent à la fin de leur vie. Qu'on me dise, oui, le cadre macroéconomique est stabilisé, on a créé 10 000 emplois, comme c'est ailleurs, au Q1 2014, voici nos prévisions, ainsi de suite. On vient de loin, on va quand même pas faire de la démagogie là-dessus. Vous êtes d'une part dans ce secteur pétrolier. Quel est votre regard justement sur ce secteur porteur également pour la République démocratique du Congo? On voit que les hydrocarbures se réveillent. Il y a plusieurs sociétés pétrolières installées en République démocratique du Congo. La vente des barils est en hausse depuis les dernières années. Quel est votre regard sur ce secteur? Le contenu local dit ceci. Pour toute entreprise qui vient exploiter au Congo, tout ce qu'il peut acheter au Congo, il doit l'acheter au Congo, auprès des entreprises congolaises. Mais si elles ne produisent pas, on est bien obligé d'importer. Qui importe? C'est ça la question. C'est peut-être pour ça que je vais demander aux députés qui sont au niveau du Parlement et du Sénat de pouvoir maintenant se pencher pour avoir une loi qui dit que quand vous voulez commander des pneus en Europe, pour une entreprise minière, vous êtes obligé de passer un appel d'offres local et cette personne-là va commander les pneus et vous les livrer. Parce que si vous commandez les pneus vous-même et que vous payez d'abord comment? Vous envoyez l'argent à l'étranger, n'est-ce pas? N'est-ce pas la fuite de capitaux? Par contre, si vous commandez par une entreprise locale et que cette entreprise locale commande et vous livre, ça veut dire qu'elle peut créer 3-4 emplois. Elle peut au moins avoir une secrétaire, un chauffeur, quelqu'un qui s'occupe de la logistique et quelqu'un qui gère tout ça, un comptable. C'est 4 emplois de créer. Aujourd'hui, le local content, il devrait être en mesure, la loi, l'État, son bras exécutif devrait être en mesure de demander aux entreprises qui sont dans le secteur extractif, où est-ce que vous achetez tout ce que vous emmenez au Congo? Parce que ce n'est quand même pas normal qu'une entreprise qui est en train de travailler au Congo, mais loue ses véhicules en Afrique du Sud. La bouffe qu'il prépare, le catering, ça vient d'Afrique du Sud. Les papiers qu'ils utilisent pour l'office supply et les fournitures, ça vient d'Afrique du Sud. Et qu'est-ce qu'on laisse aux Congolais, finalement? Comme business, c'est quand même leur pays. Et c'est pour ça que je dis, il faut légiférer là-dessus. Il faut dire, à partir d'aujourd'hui, prendre le courage. En 1996, le ministre de l'intégration et des ressources sud-africain, Chief Dan Etete, il a fait un discours, il a dit ceci. À partir d'aujourd'hui, tout opérateur qui vient dans le secteur extractif dans ce pays doit toujours soumissionner à partir d'une entreprise locale ou un de leurs subsidiaires, une de leurs branches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu que telle entreprise vienne et achète dans son pays ou, disons, dans son pays d'origine, il crée l'emploi là-bas. Quand il commande 6 000 pneus et que les 6 000 pneus viennent directement du Japon, c'est les emplois qui sont créés au Japon. Par contre, à un certain moment, parce que là on n'a encore rien, on va dire ok, commandé par les entreprises locales. À un certain moment, on devra dire non. Aider les locaux à pouvoir produire localement parce qu'on vous donne une année, dans un an, on veut que vous puissiez être en mesure d'acheter ici. Sinon, vos opérations seront bloquées. C'est comme ça qu'un pays se développe. Vous avez parlé du transfert de connaissances, c'est également dans la production que ça devrait se passer? Oui, effectivement. Maintenant, si on doit acheter tous les jours à l'étranger et qu'il n'y a pas de transfert de connaissances, quel jour le Congolais apprendra à faire lui-même
ce qu'on ne lui a pas appris de Vous faire. pensez qu'il faut une année, il y en a qui pensent que c'est 5 ans, il y en a qui pensent qu'il en faut 30 pour finalement qu'il y ait des Congolais capables d'avoir telle ou telle autre expertise. Madame, si... Il y a des contrats qui stipulent qu'il faut des dizaines d'années. Madame, le Congolais, il y a très peu de peuples en Afrique qui sont doués comme le Congolais. Okay? Si les Congolais arrivent à s'imposer partout où ils vont, c'est parce qu'ils sont comme les Chinois. Quand tu vas en France, tu vois le Château Rouge. Quand tu vas à Bruxelles, tu vois Matongué. Quand tu vas à Londres, tu vois Tottenham, Seven Sisters. Quand tu vas aux États-Unis, quand tu vas partout, les Congolais, ils s'organisent, sauf chez eux. Vous savez pourquoi? C'est comme votre fils qui mange chez le voisin. Comment va-t-il vous respecter? Aujourd'hui, on parle de balkanisation. C'est une réalité économique, ce n'est pas une réalité politique. Quand quelqu'un est dans l'Itourie là-bas, et que dans ces transactions, il transacte loin de la capitale, sur son propre sol, avec une monnaie étrangère, dites-moi, un jour, on attend les militaires, le pays on attend qu'un jour les militaires viennent dire on fait ceci. Non, ça n'arrivera pas. C'est petit à petit que ça se fait. D'abord les gens, la nation, elle meurt comment? Parce que les gens ne veulent plus vivre ensemble. Les gens ne veulent plus appartenir à ce pays. C'est comme votre fils. Vous le mettez au monde. Demain, si vous ne lui payez pas l'école, vous ne lui payez pas les habits, vous ne le nourrissez pas, n'allez pas lui dire, n'allez pas l'envoyer vous acheter du coca. Il va vous manquer de respect. Mais il ne faut pas être aussi dur avec des investisseurs alors qu'on en veut dans ce pays pour développer justement, faire remonter l'économie. Bon, comme vous aviez dit, c'est un partenariat win-win. On n'est pas dur. C'est notre pays. Les gens qui viennent dans notre pays doivent respecter nos lois. On a quand même besoin d'eux. Hein. Madame. Il faut trouver le juste milieu. Oui. Vous êtes en train de me dire qu'une maman peut dire à sa fille, non, même quand un homme n'est pas correct, puisque tu as besoin de te marier, ok, il faut quand même accepter qu'il vous batte. Il faut quand même accepter qu'il vous prenne, qu'il vous fasse subir des traitements dégradants. Ce n'est rien. Important, ils allient là. Malheureusement, on pense beaucoup comme ça et nos sœurs sont éduquées comme ça. Non, moi je dis non. Se contenter du peu? Non, se contenter du peu alors que... Parce que si, écoutez madame, si ces gens viennent chez vous, ok, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose que vous avez. Pourquoi ils ne sont pas allés au Tchad chercher les mines? Parce qu'il n'en a pas. Il n'en a peut-être pas. Et c'est ça la réalité. Maintenant, si vous prêtez le flanc en disant, bon, on va toujours prendre moins qu'on devrait prendre, ça part de bouche en oreille. Ah, au Congo, ça se passe comme ça. Vous savez, vous faites ceci, vous vous en sortez. Ils viennent. Vidi, vidi, vici. Et ils conquièrent toujours. Et le Congo n'a pas commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a peut-être des routes aujourd'hui, donc dans certaines cités. Mais avant, le Congo avait des routes. Avant, $1, 1 franc du Congo valait $2. Aujourd'hui, ça vaut 500. Et encore, on est allé à 1 million, vous savez. $1 pour 1 million de Zaïre. Alors quand on dit les choses, disons les choses clairement. Il faut un peu de fermeté au niveau, à notre niveau d'abord. Mais il y en a, quand vous parlez par exemple d'intégration locale, je vais prendre un exemple du secteur pétrolier, cette fameuse rétrocession qu'on doit aux populations locales. On le voit ici avec des entreprises qui exploitent dans les différents coins de la République. Ils rétrocèdent ce qu'il faut aux populations locales, c'est déjà ça. Toutes les personnes qui étaient à la conférence de l'IPAD, ici au même link, ont assisté. Vous savez, il y a des entreprises dans ce pays qui se moquent de leurs responsabilités sociales. On en a eu la preuve ici à Kinshasa, où un directeur général d'entreprise passe pour dire qu'il donne $286 000 par an à des populations locales pour l'environnement, pour tous les projets sociaux, alors que il fait au minimum $5 millions par jour.
quand on a fait le ratio, Ça, c'est la production que vous estimez ou c'est la production vraiment officielle madame, estimée par rapport à qui? Par rapport à quoi? Parce que beaucoup de choses se racontent autour de ces entreprises qui déclarent pourtant de vrais chiffres, disent-elles. Madame, quand j'ai un contrat avec vous et que je dis que j'ai 60% de votre entreprise et que je ne suis pas en mesure de contrôler ce que vous faites, est-ce que c'est de votre faute? C'est pas de votre faute. Mais partout où tu vas, il y a des Congolais. Les Congolais vont te dire, voici ce que nous faisons. Et quand on a calculé le ratio, c'était 0,0000128%. Quel est le seuil acceptable selon vous? 5%. Minimum acceptable, 5%. Dans d'autres pays, c'est 5, 6, 7%. On ne l'applique pas, Madame Gaëlle. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas assez dur avec nous-mêmes. On n'est pas assez demandant. C'est l'histoire. Il y a Kingo, il y a Soso. Est-ce qu'on peut manger ça dans une famille? Non. Ça crée des problèmes. Le jour où on aura une économie qui fonctionne, le jour où on aura, on va se demander de faire des efforts. Ce jour-là, on cessera de s'insulter dans la ville ici. On va cesser de commencer à regarder le grand frère. Parce que ce que vous comprenez, c'est quoi? Ah, il y a Liekingo, Bisoto Liete. Bon, maintenant, il faut dans Liekingo, il faut comme Yaya. Moi, je dois devenir Yaya. C'est ça la réalité. Vous relevez les points négatifs. Vous ne me parlez pas, par exemple, des productions qui sont améliorées. La quantité de barils de pétrole qu'on produisait il y a quelques années est totalement différente aujourd'hui. Je vais vous parler de la production minière au Katanga. La production minière au Katanga, à son pic, la Gécamine faisait 400 000 tonnes par an. Aujourd'hui, on parle du double. Or, la Gécamine, c'était le poumon économique de la RDC, du Zaïre à l'époque. Le Zaïre est devenu grand grâce à l'union minière, la Gécamine. Aujourd'hui, tout passe sous silence. Madame, ce sont des problèmes économiques. Ce qu'on devrait faire, c'est un meilleur contrôle. C'est tout. Ce sont quand même les richesses des Congolais. C'est quand même les richesses des Congolais. Comment est-ce que vous pouvez faire avoir un joint venture avec quelqu'un que vous ne contrôlez pas? Il va vous dire, j'ai vendu 5 pains, alors qu'il en a vendu 20. On a parlé de ces problèmes au niveau des bourses, des produits achetés ici qui sont revendus à 10 fois le prix. C'est la faute à qui? La faute, elle est à qui? Si on ne sait même pas être heureux, ce que j'ai dit, regardons et demandons envers nous-mêmes. Le même produit qui vient du Congo, on l'achète moins cher, même si sa teneur est égale à un autre produit qui vient du Japon. Et on accepte ça. Pourquoi? Pourquoi? La réalité, aujourd'hui, c'est que quand une femme sait ce qu'elle vaut, elle ne prend pas n'importe quoi. Et c'est la réalité du Congo. Nous, Congolais, on ne sait pas encore ce qu'on vaut. Quand vous allez partout dans le monde, on vous parle du Congo. On vous dit, ce pays-là, vous avez de la chance. Vous racontez des histoires. Jimmy Chauveau, ce gouvernement est quand même ambitieux. On voit ce qu'on entreprend. On a eu plusieurs innovations ici, des choses qu'on ne connaissait pas il y a quelques années. Je vais parler par exemple de la bancarisation. On voit aujourd'hui les membres de la fonction publique, la masse ouvrière, etc., qui reçoit son salaire, bien que petit encore, en train de grandir, puisque ça va de pair finalement avec cette situation économique, mais qui passe par les filières bancaires. C'est quand même quelque chose qu'on ne connaissait pas il y a quelques années. Vous savez, c'est un peu... C'est un peu triste quand on a des gros soucis. Comme en RDC, on en a eu. C'est vrai qu'on vient de loin. Et je dis que le gouvernement travaille. Et je le répète, le gouvernement travaille. La réalité aujourd'hui, la réalité,
c'est qu'on devrait faire 10 fois plus, 10 fois mieux, mieux organisé. Cette maison peut être très sale, votre plateau peut être... Si vous dites, oh, on va balayer un coin aujourd'hui, on va balayer un autre coin dans 2 ans, vous pouvez dire oui, mais bon, on a déjà commencé à balayer, ici c'était sale. Vous pouvez le faire, n'est-ce pas? C'est une question de choix. Le Congolais doit se mettre aussi à rêver. Pourquoi est-ce que nous ne rêvons pas? Nous avons tout pour rêver. Nous avons les habits, nous avavons les chaussures. Mais voilà, pourquoi on parle de révolution de la modernité? Vous ne voulez peut-être pas parler de politique, mais la révolution est bien en marche, la modernisation aussi. C'est ça qui prouve, c'est la matérialisation d'un rêve du Congolais. Oui, on peut faire comme les autres, mais peut-être mieux encore. La révolution de la modernité, la révolution de la modernité. Je pense que dans l'intention est noble. Parce que la révolution de la modernité, on va devoir se moderniser. Maintenant, comment est-ce qu'on commence pour se moderniser? Quand 1 année ou 6 mois après avoir lancé la bancarisation, vous voyez encore quelqu'un qui est là, en train d'aider un papa à mettre son PIN là, sur un ATM, sur un cash point. Nous irons là où nous irons. On peut choisir de marcher à 4 pattes. Dormir un jour après un pas. On avance. De toute façon, on avance. Le Congo avance. Comme il y a un monsieur qui m'a fait rire il y a peut-être 8-9 ans. Il m'a dit, Jimmy, le Congo s'organise dans les désordres. Vous savez, cette phrase, je l'ai compris quand je suis revenu ici. Les Congolais, vous avez le fort de critiquer, même quand les choses vont dans le bon sens. Le fort de critiquer, est-ce que je vous ai donné l'impression que je critique quelqu'un ou quelque chose ce soir? Non, je fais des analyses. Okay? Dans les analyses, il y a ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas. On bâtit sur ses faiblesses parce qu'on est déjà fort sur certaines autres choses. Les points positifs, c'est cette bancarisation que vous ne semblez pas saluer comme les autres. Point positif, est-ce qu'au niveau national, avec tous les problèmes qu'on a, la bancarisation peut être un cheval de bataille. Donc, pour payer quelqu'un dans un compte et que cette personne aille dans son compte récupérer son argent, on peut en parler de façon à ce que ce soit le buzz de l'année. Come on. Hein? Parlons d'autre chose. Parlons du local content. J'aimerais bien que le ministre de l'économie aille à la télé et dise, ok, à partir d'aujourd'hui, nous ferons comme les autres. Dans les secteurs extractifs, nous allons imposer, nous allons faire ceci. Les objectifs, ils sont là. On parle par exemple de banques où loger les fonds justement de tous ces investissements, c'est une véritable problématique. Quel serait votre point de vue à ce sujet-là? Et les banques font partie de l'économie. Quelle banque vous connaissez, que vous connaissez sur la place ici? Les Congolaises. Nous n'avons aucune banque congolaise. Je dis bien aucune. Mais l'économie est par terre. Qui sont ces investisseurs congolais qui peuvent aujourd'hui mettre des banques sur la place? C'est pour ça que je dis, le jour où l'État donne le pouvoir aux hommes d'affaires congolais, en leur disant, voilà, on vous passe le bâton. À partir d'aujourd'hui, rien ne se fera sans vous. Vous serez fort demain. Demain, mettez-vous à 3 et 4, on veut une banque. Mais le marché leur est ouvert. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? La sélection se fait comment d'un fournisseur? Est-ce que vous en avez une idée? Est-ce que l'État a une idée comment est-ce qu'on choisit un fournisseur local? Oui, s'il faut donner des papayes, c'est vrai, on peut même faire venir ces papayes de Chine, parce qu'on le voit. Quand vous êtes une entreprise minière et que votre catering service, c'est une société basée en Afrique du Sud, comme si les Congolais ne savaient pas préparer à manger, c'est un problème. Si vous devez être en mesure de commander un véhicule de location dans un pays étranger, ça veut dire que toutes ces choses, quand même, il y a un effort à faire là-dessus. Je dis un effort, je ne dis pas que rien n'est fait. Je dis un effort à faire. Et c'est pour ça que je dis, on fait, on a besoin de faire plus. Nous les Congolais, on ne peut plus attendre. On ne peut plus attendre.
C'est la première fois ou peut-être la deuxième fois que je passe à la télévision. Mais c'est parce que j'ai décidé en tant que patriote de ce pays. Je dis, mais si je connais quelque chose, laisse-moi parler. Les gens ils se disent, oui, tu vas parler, ça ne va rien changer. Congo yango, totekaka toka bolango, toka bolambongo. Congo yerobonga isusute. Moi j'ai dit non. Il faut qu'on croie au Congo. Il faut qu'on soutienne les gens qui aident le Congo. Le problème dans ce pays, c'est qu'il faut que toi tu partes pour que moi je vienne faire. Pourquoi est-ce que je ne te montre pas qu'on se mette ensemble, qu'on le fasse? Parce que de toutes les façons, ce sont les Congolais qui vont tirer le parti de ça, n'est-ce pas? N'est-ce point? Alors, le local content, on peut y revenir. C'est important. Il faut des lois de telle façon à ce que les opérateurs étrangers, quand ils viennent ici, qu'ils sachent qu'il y a des lois dans ce pays et que le local content est une réalité sans laquelle tu ne peux pas faire de business au Congo. Est-ce que votre discours ne contredit pas un peu l'assainissement du climat des affaires? Comment faire l'équilibre entre cet assainissement du climat des affaires et la rigueur que vous voulez qu'on impose aux investisseurs? L'assainissement du climat des affaires, c'est quoi? Il faut que les choses soient claires. Quand vous venez ici au Congo et que vous savez ouvrir votre entreprise et qu'il y a des lois, vous connaissez les lois de là où vous êtes. Vous ne venez pas vous confronter aux réalités locales. C'est ça l'assainissement du milieu des affaires. Que le jeu soit clair. On va au Congo, voici la réalité, voici la loi. Quand vous venez, c'est la loi que vous voyez et rien d'autre. C'est tout. Maintenant, l'assainissement du milieu des affaires. L'assainissement du milieu des affaires passe par la clarification de ces étapes. Qu'est-ce que nous clarifions? Parce que si vous devez venir et investir $1 million et qu'on vous dit que les taxes sont de 20%, vous venez avec 20 millions 200 et que demain vous vous rendez compte que il faut donner 10% à ceci. Si je ne donne pas $500 000 là-bas, le deal ne va pas passer. C'est ça. Mais si les lois sont claires en disant que si tu vas là-bas, tu vas donner 40%. Tu dois donner 40% à une partie locale où tu dois faire un contrat, un JV. Les gens ont le droit de venir ou pas. Au moins c'est clair. Quand ils viennent, ils rencontrent la réalité. Maintenant quand ce sont le reste là, les dessous de table, les ceci, les corruptions, c'est là où il y a un problème. Vous dites non à la fiscalité comme principal pilier de l'économie, mais en même temps, il faut dire que les ressources du sol, les ressources naturelles, c'est des ressources tarissables. Il faudrait plutôt s'investir sur un point qu'on sait qui ne tarira pas. Raison pour laquelle on va revenir encore sur le local content. Puisque ces ressources se termineront. Donc nous sommes une femme qui est belle. Vous allez venir, vous allez nous prendre, et quand on sera vieille, vous serez parti, vous ne reviendrez plus. Mais au moins, si tu viens quand je suis belle, je veux que demain, quand tu partiras, qu'il me reste une maison, qu'il me reste une voiture, qu'il me reste des enfants qui ont étudié, qui se développeront demain et qui prendront soin de moi. C'est ça la réalité. C'est ça la vraie différence entre le local content et le non-local content. Parce que dans le local content, tu as tout. Tu as tout ce qui est du local, l'entrepreneuriat local. Tu as tout ce qui est le développement des ressources locales. Tu as tout ce qui est, partage des connaissances, transfert des connaissances. Tu as tout ce qui est, en fait, même au niveau social. Les gens sont aigris ici, dans cette ville. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un qui essaie de réveiller le matin, qui n'a pas mangé, qui est obligé d'aller laver une voiture, il vient, aujourd'hui il lave la voiture, demain il fait ceci. On ne crée pas d'emploi.
Pourquoi? On voit quand même ces grandes entreprises, télécommunications et autres et tout ça, qui emploient un maximum de Congolais. Et par-delà ça, je vais parler des actions sociales. On les voit, des fondations par-ci, par-là, qui font des actions sociales ici en République démocratique du Congo. Je vais vous dire le secteur le mieux organisé ici en RDC, c'est le secteur des télécoms. Un secteur porteur de oui, richesse. Oui, un secteur porteur de richesse. Mais est-ce qu'on aide ces entreprises locales quand les gens ne peuvent même pas acheter des unités pour appeler? Un secteur porteur. Ce qu'on a fait avec les télécoms. C'est-à-dire quand même que la population est une grande consommatrice de crédit, ça s'est prouvé. Malgré le faible pouvoir d'achat. Est-ce que vous connaissez le taux de pénétration dans ce pays? Quand vous prenez tous les opérateurs télécoms, ça ne dépasse pas 25% ou 30%. Donc ça veut dire que 30% des Congolais qui peuvent avoir un téléphone ont un téléphone. Parce que le reste, les 70%, ils ne peuvent pas se l'offrir. Aussi simple que ça. Ce n'est pas de l'économie. Si on avait organisé le secteur des mines, comme on a organisé le secteur des télécoms, aujourd'hui, il y aurait des Congolais qui seront en mesure de se mettre à 3 et 4 et faire une banque pour le Congo. Aujourd'hui, on dépend, Banque mondiale. On fait ça depuis trop longtemps. En 1990, je ne sais pas, 4 ici, non, 5. Le Grognon a sorti une caricature où notre ancien Premier ministre est allé demander à la Banque mondiale les dindons là. Est-ce que ce n'est pas... Oui, c'est de la caricature, je le dis. Mais ça fait 30 ans qu'on est dedans. 30 ans qu'on n'en sort pas. Est-ce qu'un jour on ne devrait pas se dire, guys, on réfléchit autrement? C'est déjà fait avec la coopération sino-congolaise. Aujourd'hui, c'est grâce à elle qu'on roule sur ces belles routes. Oui, les routes sont une très bonne chose. Et ce gouvernement a fait une très bonne chose. Ça servira pour des générations. Oui. Ça, sincèrement, c'est une très bonne chose. Même si les gens sont en train de spéculer dessus, c'est une très bonne chose parce que Kinshasa, quand je regarde Kinshasa aujourd'hui et quand je regarde Kinshasa il y a 20 ans, il y a une différence. Et il y a une grosse différence. Positive, je dis. C'est pour ça que je dis, le gouvernement travaille. On devrait juste travailler plus et mieux, être mieux organisé. On parlait de fiscalité, j'aimerais revenir là-dessus pour avoir une précision. Est-ce que la TVA, pour vous, est une bonne chose en République démocratique du Congo en ce moment? Madame, vous voulez mon avis? Mon avis n'engage que moi. Quand vous allez ajouter la TVA sur des produits qui sont déjà hors de portée, ça veut dire juste que tout ce qui a trait avec le bien-être, on s'en fout. Il y a ce qu'on appelle c'est un très grand et un très important point de l'économie macroéconomie, comme vous le dites, c'est le Consumer Price Index. C'est l'index des consommations des produits. Aujourd'hui, même un poisson qu'on pêche ici à 10 minutes, il coûte plus cher qu'un poisson qui vient de Chine. Pourquoi? Parce que les matériaux avec lesquels on pêche le poisson sont rustiques. Et parce que ça demande des efforts. On l'a vu avec le ciment qui est importé de Chine et qui est pratiquement moins cher que celui produit ici en République démocratique du Congo. Oui, mais pourquoi est-ce que le ciment produit en République démocratique du Congo est plus cher que celui qui vient de Chine? Ce n'est pas un problème de taxation. Ce n'est pas un problème de douane. Ce n'est pas un problème qui est lié à toutes ces charges que les entreprises ont. Finalement, elles ne sont pas compétitives par rapport aux entreprises qui sont ailleurs. On a la douane la plus chère au monde. Pourquoi? On a des taxes comme si on était un pays producteur. On importe tout dans ce pays. On n'exporte rien. Donc la TVA, là, c'était une mauvaise idée. Pour moi, je dis que ça n'engage que moi. Ok? Peut-être que les caisses de l'État sont plus renflouées aujourd'hui. C'est bien.
les faits. Vous avez un schéma figé alors qu'il faut innover. Le revers de la médaille, c'est qu'il y a encore plus de gens qui sont tombés dans la pauvreté, plus de familles qui ne peuvent plus afford X, Y, Z parce que c'est 18% plus cher. Jimmy Chauvoux, on va conclure cette émission. J'aimerais bien qu'on retienne un message en quelques mots sur cette intégration locale dont on a parlé ici. Ça serait quoi votre dernier mot à tous ceux qui vous suivent? Mon dernier mot est celui-ci. Le Congo est un et indivisible. Nous le savons tous. Toute personne qui aide le Congo, aidons cette personne à aider le Congo. Au niveau du local content, il n'est pas trop tard pour l'appliquer avec effet rétroactif. On y gagnerait pour nos peuples, pour nous, pour nos enfants et les générations à venir. Être fou, c'est appliquer toujours la même méthode en s'attendant à des résultats différents. Parce que le lien de causalité, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tant qu'on n'a pas changé les causes, tant qu'on n'a pas changé notre façon de voir les choses, tant qu'on ne s'est pas introverti dans nous-mêmes pour s'aimer les uns les autres, cesser de s'insulter, cesser de se traiter de tous les noms, cesser de penser que c'est seulement moi qui puis faire ça. Tant qu'il y a Rosala, ça ne va pas être fait. Et même s'il y arrive, je vais le nuire. De façon qu'il n'y arrive pas. Cette façon de voir les choses n'est pas fédératrice. Parce qu'aujourd'hui, les oppresseurs d'aujourd'hui sont les oppressés de demain. Et les oppressés d'aujourd'hui sont les oppresseurs de demain. Malheureusement, c'est une réalité congolaise. Tout ce que je demanderais peut-être à tous les gens qui vont me suivre ce soir, c'est de réfléchir un peu en disant quel mal y aurait-il à appliquer, comme dans les autres pays, le local content. En Angola aujourd'hui, Babi, quand vous allez dans le monde, les Angolais, ils ont peut-être un petit pouvoir d'achat aujourd'hui. C'est parce que la guerre est terminée en 2002 en Angola. Là, ça fait 11 ans. Aujourd'hui, l'Angola fait parler de lui. Vous savez pourquoi? Local content. Si quelqu'un me dit il y a autre chose, c'est oui, la production pétrolière, oui, elle a pu être meilleure, mais si vous pouvez même doubler comme nous on double la production minière, tripler même la production pétrolière, si vous n'organisez pas, vous ne verrez jamais les retombées de ces dernières. Merci. Voilà, merci beaucoup Jimmy Chauvoux. Je rappelle, politologue et analyste économique, vice-président de la société AIS. Il a été l'invité de ce soir dans Question d'État. J'espère que cette émission vous a plu. On aura le temps avec d'autres experts qui viendront donner peut-être leur point de vue sur cette question d'intégration locale sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, j'étais très heureuse de vous présenter ce numéro de Question d'État. Je vous retrouve donc très bientôt, mais sinon je vous souhaite déjà les meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Vous aurez droit à une rétrospective après l'émission de Jimmy Chauvoux, les meilleurs moments de l'année, avant qu'on se retrouve pour un nouveau numéro l'année prochaine. À très bientôt.